que tu vas enfin, voilà. Donc c'était pour dire que au-delà de ça, voilà. Alors, je ne vais pas reprendre un peu le cadre un peu générique, mais vous avez compris que cette table ronde là, ou ces tables rondes, on a voulu élargir le débat au-delà du simple bâtiment. Et j'en profite pour faire un clin d'œil finalement à cette salle, parce que tout à l'heure j'ai fait très rapidement le tour d'autres salles. À part les quelques-unes qui sont en plénière et ou avec quelques personnalités politiques, je peux vous assurer, ceux qui ont un peu bougé, notre salle ce matin était pleine, et plusieurs l'ont constaté, des salles étaient à peu près vides. Ce qui veut dire que ce sujet qui peut paraître apparemment très technique, très limitatif, finalement interpelle et nous permet d'élargir sur l'environnement construit. Ça, c'est la première chose. Et j'en reprofite encore pour vous dire que demain, cette histoire, qui a commencé aussi il y a 2 jours, je l'ai dit en préambule, dans le cadre d'une université francophone autour de villes et bâtiments et d'une manière générale environnement construit durable, va se poursuivre par des réunions qui vont aller cette fois-ci beaucoup plus dans la dynamique des villes, des territoires au sens le plus intégrateur du terme, avec entre autres 2 universités d'été qui vont se rajouter à l'université francophone, à savoir celle dans le cadre de l'initiative du programme des Nations Unies pour l'environnement qui s'appelle Bâtiments et changement climatique, et la deuxième qui s'appelle Resource Efficient Cities. Elle n'a pas de traduction en français, celle-là. D'accord ? Donc nous, on a le privilège d'être partenaire dans les 2 initiatives, et on espère aussi, puisqu'on travaille avec nos amis de la francophonie sur l'initiative de la francophonie pour des villes durables, que tout ça va commencer à se mutualiser, non pas parce qu'on veut tout intégrer, mais parce qu'il faut trouver des passerelles, sachant que chaque fois qu'on aborde un sujet avec un angle spécifique, et bien évidemment, ça interpelle un certain nombre d'acteurs, mais le but du jeu, c'est évidemment de croiser tous ces talents autour d'un intérêt commun, qui est d'une manière générale la performance d'un territoire. D'accord ? Donc moi, je vais en rester là au niveau de mes quelques mots d'introduction. Officiellement, on a une session qui est un peu longue. Je vais juste demander à mes collègues intervenants, autant que possible, de tenir 15 minutes, parce qu'on a été très légèrement généreux dans le temps, parce qu'on sait que vous avez des très belles choses à nous dire, mais la contrainte réelle fait qu'on a dérivé ce matin par rapport à l'ouverture. Donc on n'est pas en retard par rapport à notre déroulé, mais par rapport au point de départ. Donc le premier va être notre collègue que vous avez déjà entendu ce matin parler, mais plus spécifiquement des programmes, et là qui va élargir, le représentant de la Commission européenne, élargir à toutes les dynamiques par rapport à tout ce qui est efficacité énergétique dans le bâtiment, l'environnement construit, et qui va nous faire une présentation en français ou en anglais, au choix, whatever you want. Et si vous voulez y aller, ou peut-être ici même plutôt. Voilà. Et moi je ferai l'aller-retour au fur et à mesure, je prends juste mon café. Voilà. Est-ce que c'est déjà présenté? Oui. Voilà. Alors, bonjour. Oui, une fois encore, je suis désolé, je vais parler en anglais parce que la présentation est toute en anglais. Mais bien sûr, je peux prendre des questions à la fin en français aussi. So, I'm going to talk about European policies on energy efficient buildings. So we have 4 European directives which are relevant to buildings and also which are relevant to the products which are contained in buildings. The first one at the big macro scale is the Energy Efficiency Directive from 2012, which imposes obligations on national and local authorities to make their building stocks more energy efficient. And this includes provisions for empowering consumers, giving them better information, provisions for metering and billing of consumers, and energy audits, and so on. Then we have the Energy Performance of Buildings Directive from 2010, recast in 2010 from the original one a few years before. And this is the one that defines this famous NZEB, nearly zero energy building. But it also provides for energy performance certificates, and it has other requirements for inspection of heating and cooling systems in buildings and so on. And then we have the 2 directives which are to do with products contained in buildings, the Eco-Design Directive from 2009, which aims to improve the energy and environmental performance of products throughout their whole life cycle. So products such as refrigerators, light bulbs, and other products are covered by this directive. And this directive effectively banned non-efficient products from the European market. And finally, the Energy Labelling Directive, related to the Eco-Design Directive, gives consumers the information they need to know that a product is efficient through a labelling scheme.
So we're currently working to these overall targets for Europe, the 2020 targets, which are the 20% reduction in greenhouse gas emissions relative to 1990, a 20% share of renewable energy sources, and a 20% improvement in energy efficiency. But we're already starting to move towards the 2030 targets. So the greenhouse gas reduction figure is now a 40% target, with a minimum of 20% share of renewable energy sources, and a 20% energy efficiency improvement as well, which is subject to future review. And also there will be some other as yet undefined indicators for the 2030 targets, and also a new governance system will be in place. So the Energy Performance of Buildings Directive is actually the main instrument that we have addressing buildings, efficiency in buildings at the level of an individual building. So it, as I said, it targets this nearly zero energy building performance for new buildings, and it's underpinned by a benchmarking system, so that we keep this directive under constant review. There remains a huge number of inefficient buildings in Europe. Buildings represent a significant part of the EU's potential savings in energy efficiency. Out of all of these sectors, building has the most potential for improved efficiency. This graph shows the decoupling of economic growth and energy consumption, which is a successful outcome of some of these policies already. Well before the crisis, the economic crisis hit in 2008, the EU had already started to decouple economic growth from energy consumption, partly through increased energy efficiency. And this trend has continued since then. We also see here that household income and energy prices have risen, whereas energy consumption per dwelling has fallen, also partly as a result of improved energy efficiency coming out of these policies. However, we still need to strengthen the enforcement of building regulations at local and regional level in order to ensure that the full benefits of the Energy Performance of Building Directive are felt. This also includes ensuring that consumers have accurate information on the energy performance of buildings. And we also need to ensure that full use is made of available financing, for example, the European Structural and Investment Funds. Regulation, among other factors, has a great impact on energy efficiency. So the trend here shows that from 1990, dwellings or homes built in 2009 consume on average 40% less energy in Europe. And this trend should continue to reach the level of nearly zero energy buildings in the years to come. But most of our building stock already exists in Europe, which makes investment in renovation even more important. Increased energy performance has two effects. It can reduce the energy bill for the occupier, and it can improve the value of the property for the building owner. So a study here conducted a couple of years ago shows that this is actually starting to happen. A better grade in the energy performance certificate of a building results in higher property value, both for prices and rents. And this has been confirmed by some other national studies. So this shows the value of and the use of the energy performance certificate in Europe. However, many problems remain for us to tackle. Buildings are not performing as well as they were designed to. We need to balance energy demand and response. Consumer behavior and acceptance of highly energy performing buildings is still an issue. Our building stock is not being renovated quickly enough to meet our energy targets. Workers are not building buildings to sufficiently high quality, and the financial case for nearly zero energy buildings is often too weak.
So we're looking to tackle these issues through the Horizon 2020 research program, as I explained this morning already. So we need more demonstration projects to inspire confidence and test ideas. We need to improve the skills of the building workforce to get these buildings built to a high standard. And we need to stimulate large-scale investment and put nearly zero energy buildings into the mass market. So the lessons learned from these projects means that we have this constant cycle of policies through our funding, resulting in actions on the ground and then feeding back into future policies, hopefully improved policies for the future. And I just want to draw your attention with my last slide to a couple of useful websites. The Build Up portal, as already indicated, is the principal European portal for energy efficiency in buildings. Currently going through a major improvement, which will mean that it'll have, for example, much more translation into all of the EU languages. And then the Manage Energy portal, which is more aimed at local and regional level public authorities, but it's also very relevant to the building sector, especially for people working more at the city and regional scale. Thank you. Merci. Philippine va m'aider pour le PowerPoint. D'accord. Ben, merci beaucoup, d'autant que c'était à la fois effectivement très pointu et pile right on time, comme on dit. Donc le deuxième intervenant va être notre ami Toutsos, Théocratis, voilà, il est là, qui va nous parler du projet NESE. Alors vous avez bien évidemment compris que c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, mais néanmoins il va vous détailler un peu plus la genèse, l'organisation, et puis aussi ce qu'on a en tête et ce qu'on espère atteindre tous collectivement, et évidemment en comptant sur vos relais. Donc, you speak French or I don't remember? No. Oh, not so much, sorry. So, Sorry, okay. sorry. Okay, you have 10 minutes to present the... Pardon, let's see. pardon, mes français sont terribles. No, no, it's okay. But I make a mistake. Parler en anglais. Yes, It's okay, it's okay. Merci. Thank you, Stefan. Thank you because you are here. It's good for us because it's not very easy to all of us. We are from 7 different European countries, and we are here, and also have 3 very important organizations, European and international, supporting us. I know that the time is limited, so I'm going further for my presentation. This is a picture from the last publication of WTO, showing the trends in the tourism. We start from this picture, although my specialization is on renewable energy sources and sustainable energy sources. I'm professor in the Technical University of Crete. This is the trend. In the morning session, you have noticed that, okay, Europe is the blue one, is increasing, but we have other areas which is increasing more. So, first of all, we need to cover our energy needs for the future, for the tourism industry, but also to see what will happen about the new product, the sustainable, the eco approach of the touristic product from Europe. In parallel, this is just an estimation. The 1% of the total CO2 greenhouse gases are from hotels, but we know that we can help the hotels to minimize their consumption more than 70%. You have seen examples also this morning. So, let's see our alternatives. Pictures are important for me because I'm coming from an island. There's a big discussion about the energy sources. We need energy, yes, we're off-grid. And what kind of resources we need? We need fossil fuel resources. We need resources to have impact in the climate changes. What about the overheating of Earth? And also, the other issue, very bad, it was about Fukushima, what need. I remember very well the discussion in Greece when in Dodekanis, it's very close, an area very close to Turkey, where the Turkey would like to develop a plant, a nuclear plant. The tourism could be dead. So we don't like this kind of resources. Somehow, the Commission, the European policy, trying to seize and to push the things to be operation, has put some ambitious targets. We know that these targets are ambitious, we know. But this is a way to push, is a driver to push the market, but also the countries to adopt.
which is the most terrible thing for me. And I'm discussing with several people from the hotel market. After the 1st of January 2021, Stavroula told it in the morning, all the new hotels should be near zero energy. That means that everything should be prepared, the market, the municipalities, the administration, also the suppliers and the engineers should be according to this target. And also we know from EED, Philippe referred just before, that they should prepare some plans also for refurbishment, for renovation of buildings. This is very important. And we know there are some delays. What is near zero in a hotel? This is a green hotel in the picture. Or hotel is only energy. Oh no, hotel has other activities. It's consuming resources, hotel. Look at these pictures. I hope you will happy with them. Is this a near zero hotel? No cooling, no heating, no insulation. This is something, this is very cheap. This is zero energy hotel. It's not a near zero energy hotel. It was a discussion in the morning. This is zero energy hotel. And also, what is this swimming pool, this empty swimming pool? This is a zero swimming pool. Zero energy. No consumption. So, which is the choice? Which is the choice? The choice is, what is about the dark room? This is a near zero energy room? No, this is zero energy room. What about a LED? We have the LED lamps. No operation, no energy consumption, this is zero. No, this is not our case. Which is our choice, off or regulation? I think everybody agrees to the right. This is our approach from this project. People need energy in all activities. To go on to transport in the places, to go in the places, to stay in these places, also to consume things, to consume food, which are from somehow some industry from these places. Also, we discuss about energy, but what kind of energy? Near zero, passive energy, net energy, things like that. This is really a little bit a mess. The reality is that the majority of the hotels, as discussed in the morning, are small hotels. They have not technical know-how. They have high operational costs. They try to see sustainability, but they don't think about energy. They think about money, and they try to be green just as a tool for their marketing. And also, they know that they need assistance because the cost is very high and the competition is very high also. Some countries have, these are some examples, this is not all the countries, till now about 13 countries participate and have given these numerical definitions, but it's not enough. It's less than half of the European member states. But also, these are good examples, we know. But most of the countries have not these numbers. So we don't know in most of the countries which are the near zero, which are the targets, what to discuss about near zero, not only for the hotels, but all buildings. We don't know how we will go with roadmaps and action plans, and also we don't know, as discussed before, if one ministry discusses with the other ministry to see some harmonized activities. This project, NEZE, is some kind of solution of this. This was our ambition from the beginning. In the project participate 6 countries from the south, 1 country from the north, and 3 major organizations which are very, very strong, and we have, for this reason, very good indicators in dissemination. What we do, we offer technical advice, we discuss with hoteliers, we prepare for the marketing plan to support their activities, and also we promote base cases like this one. Our team is this one. It's presented in the morning. I will not repeat it, but all the information is available. And also would like to thank Stefan, because through his interventions we represent also in COP21. Thank you, Stefan. It's very important for us. The team, okay. That's very important. And what we have done also, a very critical issue for our analysis is that, is hotel one building? No, it's a small community. So we try to make very
complicated models to make calculation, and really to now we make improvements in this tool, and I will be very happy when next month you will see this tool updating in the website, and we will waiting for you to see your comments from the results. So what we have done, the governments have not done, the most of them, especially for refurbished, most European countries have not this kind of indicators. We have created this one, and this is really very, very hard work to do. So we have created, this is what's important, to know which are the targets, where we go. This is for different countries, all of them in primary energy. This is in primary energy, please be careful. So also we have created a tool, also we have a new tool, but also we improve the operation of HES tool. Zorica will present this after that. And this is somehow the algorithm. It's for the students, you can discuss this algorithm, but it was really very complicated to create this algorithm, thanks to our colleagues from CREARA. So this is the last part of my discussion, my presentation. I'm sorry, I will be somehow boring, not with a lot of pictures, with some words. We have selected working nationally and things we think that need to be done for the policies, because my presentation is relevant to policies. We need the definitions, we need policies which will be harmonized and tailored towards the solutions, to find solutions for the hotels. Hotels is something different, but also for some areas like Greece, like Creta, where I'm coming from, are really first one priority. So we need to keep, but we need full support on this. We need also better coordination about the policy at the different policy levels. This is important. And also we need some kind of support to exploit the existing regional and local financial opportunities. From the hotel, this is some comments from the hotel. The hotels need reliable technical assistance and financial incentives. For instance, ESCO, EPCs, is a solution, was presented before. It's something. They don't care about technology, these kind of things. They need to have secure and good quality and green energy to do their job. They do. We need trained and certified technicians. This is important, referred before. Even you have the best technology in the world, and you have no certified, no qualified technician, installer, maybe you could have no result on this. We know what happens in that cases. Also, we can go step by step. We can show, and the tool, the ranking tool of this project can present the ranking of activities you can go further. There is priorities. There's no need to go directly to be near zero. You can go step by step and improve your performance. And something else very important, we need awareness. Why we need awareness? I asked our colleagues from Basque Country, the hoteliers, I don't know if they're inside. I was really very happy to hear them. We need happy users, but also we need the user for any activity, any campaign we organize, to know that he's also beneficiary. He's not only paying taxes. He should be very happy that he has an added value to his job. So we need campaigns to understand the people, why the people from the hotel sector, why they are beneficial to adopt, and the investors, and the staff. The staff also of the administration is important to be trained. We have new rules. I'm not very sure if you go in your countries, in every country in Europe, and you make, let's say, a Gallup, and to the public administration, I mean the small towns, the public administration knows that. I don't think so that they understand. They have to understand. They have to understand what is going on. They said they should help also. And the third one is the hotel managers, the hotel personnel. This is what we do. We do in different countries. And please, if you are in one of these countries, try to contact your national partner to participate in this kind of training. We have tried to be not very academic and to be very close to the needs, very, very applied. After this, I'm concluding. Maybe we'll have the opportunity to say it again. One is that we need help for the sector. This is clear. The sector needs help, not in terms of cheap financing. Qualified financing under terms, our strong
strong terms, very difficult and targets. The other is that they have to understand the hotel sector that this is not only the operational cost which can be minimized, this is also the social responsibility of the company and also the improved marketing image. I think they understand that. I think the European South understands that. The third one is that we need public transport, public support, not in terms of money only. In any case, maybe training, maybe institutionally, maybe help them. One idea could be, for instance, the one-stop shop. This is a continuous idea here in my country for the last 20 years, unfortunately. One-stop shop for each sector. We need an harmonization from the member states. This is important. And the NESE initiative, our initiative, what we do, the work we do is, because it's public money, is also not for us, it's also for you. So you have the right to understand and to be trained and to be beneficiary under this initiative. Thank you very much. Thank you, Theocharis. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, à la fois présentant le projet, mais aussi un peu passionné sur le sujet. Thank you for your so inspiring and passionate presentation. So, at the end, I will introduce my friend Arabo Bala from the United Nations Environmental Programme. And we are proud to have two big institutions now, also to not conclude, but at least to introduce the next step of the plenary and meeting. So Mr. Arabo Bala will present himself, but it's one of the directors of the TAE in Paris. And he will speak, I imagine, more broadly about the built environment. Yes? Okay, so go on. Thank you. Bonjour et bon après-midi. Merci d'être avec nous et pas au bord de la plage, ce que j'aurais préféré moi-même, mais bon, il faut être motivé, donc nous sommes tous motivés pour être ici. Comme les deux présentations étaient faites en anglais, j'ai passé en français, puisqu'on risque de se répéter, donc en les disant autrement en français, ça peut mieux passer. Voilà, donc ma présentation va se focaliser sur le bâtiment et le potentiel du secteur du bâtiment dans vraiment des stratégies de développement durable, l'utilisation en carbone. Le potentiel, si je dois répondre, le potentiel est énorme. Est-ce qu'on fait ce qu'il y a à faire? Non, on ne le fait pas. Ni en Europe, ni aux États-Unis, ni au Japon, encore moins dans les pays émergents. Certains font des progrès. Dans l'ensemble, on est très très loin de ce qu'on devrait faire. Et si nous avons en grande partie encore des problèmes de changement climatique, le cas du bâtiment est exemplaire dans ce qu'on peut faire et ce que nous ne faisons pas. Et si on ne réussit pas dans le bâtiment, je pense que la COP21 peut se rhabiller, si je peux utiliser ce mot-là. Le futur aujourd'hui, c'est l'urbanisation. En Europe, on voit autour de nous tout le bâti. Il faut voir ce qui se passe surtout dans les pays émergents, dans les pays en développement. La population va doubler, quadrupler selon les pays, selon les régions. Au niveau mondial, on voit parfaitement comment l'urbanisation est en train de s'accroître et avec les besoins que ça la demande. Il faut imaginer avec cela la consommation de ressources, les demandes des populations, dont le bâtiment. Il va falloir des bureaux, il va falloir des habitations, il va falloir des infrastructures pour tout cela. Et le tourisme en fait partie. On va avoir de plus en plus de touristes, internes et externes, ou qui traversent les frontières. Si nous étions en 70 à simplement 165 millions, même si les statistiques peuvent ne pas être tout à fait correctes, même si on prenait comme ordre de grandeur, on passerait à 2030 à 1,8 milliard, peut-être 2 milliards en termes de touristes, en comprenant aussi les internes. Donc imaginez ce que cela représente en besoins, en hôtels, en bâtiments, en infrastructures, et ainsi de suite. Et manifestement, selon un scénario tendanciel classique, on va voir bien plus que le doublement des émissions de gaz à effet de serre, consommation d'énergie, et ainsi de suite. Par ailleurs,
il y a encore juste quelques décennies, en 70, une quinzaine de destinations rassemblaient les 3/4 des touristes. Aujourd'hui, c'est largement étendu, beaucoup plus d'intérêt aux quatre coins du monde, tant mieux. Il y a la curiosité, il y a la culture, il y a la demande pour l'innovation, pour le changement, mais cela implique qu'il va falloir construire des hôtels ailleurs, et en construire beaucoup. Et malheureusement, beaucoup très mal construits, énergivores. Il suffit de traverser les pays aux quatre coins du monde et on se rend compte de ce que cela représente. Cependant, le potentiel est énorme. Énorme quand on revient à la question du bâtiment en général, du point de vue économique. En termes de production nationale, on est en train de parler de 10%. Et dans certains pays en développement qui dépendent beaucoup du tourisme, dans certaines îles d'ailleurs, ça va bien au-delà. C'est le moteur de l'économie. En termes d'emploi, ces chiffres de 101 millions ont déjà largement été dépassés, c'est de vieux chiffres. Et puis en termes de dépenses, c'est des fortunes colossales que nous sommes en train de mettre dans le bâtiment, tout simplement dans le bâtiment, avec un potentiel absolument énorme. Dans les 10 années à venir, on parle de plus de 100 milliards de dollars et bien au-delà. Donc, mais cela, comme je dis, a aussi des implications au niveau environnemental, pas simplement l'environnement classique quand on le voit au niveau écologie, pollution simple, mais au niveau de l'utilisation des matériaux, l'utilisation des ressources, de l'ensemble des ressources, que ce soit la terre, que ce soit les minéraux, les ressources naturelles, l'eau et l'énergie. Il ne faut pas voir que l'énergie, qui je dirais pratiquement très souvent la face visible, là où on focalise le plus. Il y a énormément de choses derrière. Et il faudrait surtout voir ça dans une approche cycle de vie, une approche de chaîne de valeur, et ne pas se focaliser simplement sur le bâtiment qui devient un produit fini. Et si nous considérons tout cela, nous parlons de 40% de l'énergie utilisée dans le bâtiment, 25% de l'eau utilisée dans le bâtiment. C'est quand même des chiffres colossaux. Et au niveau de l'électricité, 60%. Donc le potentiel d'économie ici, si on a une notion d'efficacité, d'efficience dans la productivité, on peut changer l'économie de tout un pays si vraiment on investit sérieusement dans ce secteur. L'énergie est bien sûr utilisée selon les climats, selon les régions différemment. Et donc, il faut avoir une approche différenciée, bien que commune dans ses principes, mais différenciée quand on voit l'utilisation de l'énergie, soit pour la climatisation, soit pour produire de la chaleur, soit pour chauffer de l'eau, ainsi de suite. Ça, elle varie. Le principe reste le même, c'est comment économiser. Et ce schéma, ce camembert, est celui des États-Unis il y a quelques années, qui montre que vraiment la consommation d'énergie est pratiquement à 50% dans le bâtiment, 25-27 pour le reste, qui montre vraiment le potentiel que si vraiment aux États-Unis ils veulent atteindre des objectifs au niveau du climat, c'est d'abord et surtout dans le bâtiment. Il existe d'excellents exemples aux États-Unis dans des bâtiments individuels ou dans des villes ou dans des régions. Le problème, c'est que c'est au niveau fédéral où les choses ne marchent pas comme elles devraient. Mais je ne focalise pas sur les États-Unis plus que sur d'autres pays, ceci étant un exemple. Je disais tantôt, il faut faire attention à ne pas voir que le côté de l'énergie, il y a aussi toutes les ressources. Et l'intérêt du bâtiment, c'est que dans une approche de système, on peut vraiment prendre en compte tous les éléments du système, que ce soit la biomasse, que ce soit les matériaux qui sont pris, que ce soit l'énergie, tous les minéraux qu'on utilise pour cela. Et malheureusement, on est là plutôt en train d'exploiter encore plus et encore plus toutes les ressources, qu'elles soient naturelles, minérales, biomasse, le bâtiment, les ressources solides et ainsi de suite, alors qu'il y a une potentialité de recyclage, de réutilisation, d'économie circulaire dans le bâtiment, surtout dans un ensemble de bâtiments qui est remarquable. Le problème, c'est que, et c'est là où je disais au début, on n'est pas en train de faire ce qu'il faut. Il faut se rappeler, par exemple, que le 4e rapport du GIEC disait très clairement, si vous vous rappelez d'un schéma, que s'il y a vraiment un secteur où on a des énergies à portée de main, low-hanging fruit, c'est le bâtiment. Cela a été clairement dit depuis très longtemps. Mais par contre, allez voir tous les mécanismes de financement
qui soutiennent un peu le problème de réduction des émissions de gaz. Le bâtiment, il n'y a pas tellement, pour une raison très simple. Malgré que c'est un simple bâtiment, il est difficile à appréhender en raison de la multitude d'acteurs, en raison de l'information qui n'est pas disponible ou qui n'est pas accessible ou que les gens ne savent pas où aller la chercher. Les cas d'école existent en fantastique. On peut avoir des bâtiments qu'on dit zéro énergie qui n'émettent absolument, qui produisent même de l'énergie. Ce n'est pas que des cas d'école, ce n'est pas que l'universitaire, cela existe. Simplement, il faut des conditions pour cela. Il faut à savoir mettre tous les acteurs autour d'une même table. Or, c'est un système très dispersé, très fragmenté, où celui qui construit ne s'intéresse pas à celui qui va habiter dedans, où l'ingénieur ne correspond pas avec l'architecte, et ainsi de suite. Par ailleurs, avoir des bâtiments efficients en énergie, les personnes qui veulent le faire, les acteurs ne trouvent pas des politiques qui peuvent les soutenir, ne trouvent pas les politiques comme il faut, ne trouvent pas aussi dans le marché un soutien nécessaire à cela. Dans certains pays, vous pouvez aller dans une banque et leur dire « je veux améliorer le système d'efficience énergétique dans mon bâtiment ». Le type de la banque ne vous comprendra pas parce qu'ils n'ont pas été formés à cela, parce qu'il n'y a pas une politique nationale à cela. N'oubliez pas, par exemple, qu'ici, moi j'ai vécu ici, j'ai grandi beaucoup en Europe, il y avait dans les émissions de radio à Paris, à Bonn, et ainsi de suite, on vous disait systématiquement, allez dans telle banque, vous allez obtenir des crédits à bateau, si vous le faites pour le bâtiment, des réductions d'impôts et tout ça. Ceci est encore loin d'être la norme aux quatre coins du monde. Or, en Europe et aux États-Unis, la masse du bâtiment existe. On va construire 10% de plus, alors que dans les pays en développement, on va construire 90% en plus. Donc, il vaut mieux construire bien et efficient aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas que les pays en développement, c'est aussi la planète entière parce que ça tourne, la planète est toute petite. Donc, on n'a pas les informations. Malheureusement, on manque beaucoup d'informations là-dessus. Tous ceux qui travaillent dans le secteur savent parfaitement comment le faire, où aller, mais une fois qu'on commence à collecter les données, on manque énormément de données. Il y a peu de villes qui sont capables de vous donner un tableau de bord de ce qu'on consomme comme énergie dans le bâtiment, comment le mesurer, comment aller de l'avant, et ainsi de suite. Nous travaillons de concert avec des partenaires, que ce soit au système des Nations Unies, par ailleurs, pour voir comment on peut un peu remplir ce vide, obtenir les données nécessaires à cela en renforçant les capacités et autant que possible voir comment on peut le soutenir. Mais si vraiment on arrive à faire cela, la contribution, que ce soit à la croissance verte ou l'économie verte inclusive ou le développement durable, appelez-le ce que vous voulez, mais au moins qu'on aille dans le sens de la durabilité, permettra de manière très évidente de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc l'impact sur l'environnement, sur le changement climatique, permettre à des marchés de se développer, leur fournir les éléments nécessaires à cela. Le bâtiment permettra, parce qu'il représente une période de 20 à 30 ans, quand on commence à travailler sur le bâtiment, voire au-delà, dépend du type de bâtiment, permet de gérer une phase de transition vers l'économie verte. On n'arrivera pas vers le développement durable du jour au lendemain, ni en 10 ans, ni en 20 ans. C'est un processus itératif et le bâtiment peut être très utile dans ce domaine. Il va falloir pour cela de bien voir quels sont les outils à cela, quels sont les outils volontaires, comment on peut pousser les uns et les autres à le faire. Et investir dans le bâtiment vert n'est pas simplement une affaire d'injecter de l'argent. Il faut tout un système autour, un système de législation, de politique, et il faut que tous s'y mettent pour pouvoir arriver à trouver le résultat. C'est dommage parce que c'est vraiment le secteur où on peut faire une très grande différence. On n'y arrive pas. Nous sommes en train de travailler avec beaucoup de partenaires pour une journée bâtiment, pour une journée ville lors de la COP, en espérant que cela va se répéter. Nous avons lancé une initiative il n'y a pas longtemps, qui d'ailleurs travaille avec Stéphane et d'autres, sur le bâtiment durable, pour essayer effectivement d'améliorer la connaissance, d'accompagner les acteurs autant qu'on puisse le faire et sensibiliser d'autres avec nous. La perspective devant nous pourrait être optimiste si on voit un effet multiplicateur avec les forces motrices qu'il y a derrière cela, mais trouver des interactions entre le rural et l'urbain, le bâtiment peut être un élément fondamental là-dessus. En termes de technologie, le bâtiment
permet beaucoup d'innovation et dans la chaîne de valeur pour aller d'un secteur à un autre. Et l'intérêt du bâtiment, ça a été aussi le cas quand on a commencé avec les bâtiments verts, avec les normes, avec les standards. Ils ont permis, sur base volontaire d'abord, pour arriver à des législations ensuite. Donc ça a été vraiment des terrains de friche qui ont permis de pouvoir aller de l'avant et pouvoir développer de nouveaux produits. Et si on le prend sur la chaîne de valeur au-delà de l'énergie simple, de l'eau, de tous les matériaux de recyclage, et nous ramener directement à l'économie circulaire. Donc, du bâtiment durable, oui, ça peut contribuer tout à fait à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça peut contribuer au développement durable, mais pour cela, il faut absolument qu'on ait toutes ces briques ensemble et ne pas focaliser que sur l'une d'entre elles, les prendre dans une approche du système, et c'est la seule façon de pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arabe. Nous avons la chance d'avoir des orateurs qui, vous avez compris, sont aussi des passionnés, donc ça nous aide tous, et c'est un peu pourquoi on est tous autour de la table aujourd'hui. Alors, l'idée était peut-être de faire une coupure entre les différentes interventions, mais je pense que comme tous mes collègues ont la prochaine intervenante, qui est aussi une des partenaires du projet NESA, Commission européenne d'ailleurs, Zorista, donc va nous faire une présentation au nom de WTO. Je lui ai demandé de le faire en français, mais elle m'a dit qu'elle devait le faire en anglais. Donc, mais comme il y a une traduction simultanée, ce n'est pas grave. Donc j'ai quand même cafeté, comme on dit. Donc tu as la parole. Merci Stéphane. Oh, je vois que la salle est encore bien pleine. Je vais commencer en français parce que c'est ma langue d'affection, je dirais. Et comme ma langue de travail, c'est plutôt l'anglais et que les gens peuvent nous regarder, on a plus de outreach en anglais. Ce qui est formidable, c'est que dans ce que j'avais compilé comme image, mes collègues m'ont tout appris à propos du tourisme, que ce soit arabe ou Tsoutsos. Donc c'est formidable, je vais pouvoir aller encore plus rapidement et glisser sur mes slides. L'Organisation mondiale du tourisme, we are an intergovernmental agency from the UN and specialist agency for tourism. The consortium we are part of, we are actually with Nextdoor the only entities that are dealing with tourism. And this is what is very interesting. What is as well very interesting is that we were called upon because the tool we created a few years ago, Hotel Energy Solutions, was the basis for moving toward nearly zero energy hotels. And I think that this is really what shows where these two worlds need to meet if we want to achieve something. And I think the passion we have seen since this morning, being it from the hotel owners or the people representing institutions, academia, NGOs, or private sector, is really at the heart of what we can achieve. So I will just glance through a few of the slides just to say what is the sector. Good, you didn't use that picture. So tourism, when we count the direct and indirect impacts, it represents 9% of world GDP. It's the fourth industry in the world after fuel, food, and automotive. 1 out of 11 jobs, 1.3 trillion exports, 6% of world exports, but 30% of export in services, and 6% in least developing countries. Why I speak about that, and Tsoutsos, you have the advanced version of my old version of the calculation, but this is where we are. We are at the nexus, exactly what you were saying, and that was mentioned by the gentleman from OTRAC this morning. We are at the nexus where all developing countries together are going to host more international tourists than developed countries. I think this is a big change, despite the growth that is going to be received and acknowledged, and as Arab was saying, 1.8 billion in 2030. That shift is exactly what you were as well saying, that huge constructions in the developing countries, still big constructions in the developed countries. So I think that there are two things that we need to bear in mind, and I think that
For the moment, we didn't really stress that so much, but I think that if we are willing to achieve something and we are willing to and capable of mobilizing the policymakers, we have to speak policy terms. Job creation is a key word. All the planet is looking for making decent life. And the sector is job intensive, meaning it will never function without people. And a great consumer of energy. I'm not going to go into the detail, but still we represent 5% of global world CO2 emissions and 1% for the accommodation sector, meaning the build sector. The 3% are flights, transport, and local transport and activities represent 1%, that tops to the 5%. What we need to see as well is that tourism is mainly SMEs, and SMEs, I mean, everyone wants to be doing good for the planet, but everyone, as a business, needs as well to have profits and make his own living. So basically, the reason why people engage, and this is the reason why we decided to create a tool that will be helping SMEs in 2008. The World Tourism Organization has been committed to climate change since 2003, when the first conference in Jerba happened. And in 2007, we had the Davos Summit with UNEP and the World Meteorological Organization and many other actors, where we published a kind of a landmark measurement for tourism on the global level. Since then, it has been a lot of activities and involvement from various stakeholders, but the roadmap was really stressing to the need, as tourism is an economic sector, meaning productive sector, we need to move and to help the business community and the SMEs in priority. So what we did is that, and Stefan was at that time working for ADEME, we teamed up with UNEP, and I think Stefanos is sitting in the back of the room. He's back from Bangkok, but he's still in UNEP, and he was one of the, I can say, the front runners and the thinker in conceiving the tool that we have created. That tool was aimed to actually not only serve the purpose of the big companies that have the capacity to have environmental management and to be efficient as well, because operational cost and corporate social responsibility concepts, but as well for the owners that would have 2, 3, 4 rooms and they would not know what to do. And the idea was to provide them with a easy-to-use tool that could help them to increase the profit, the competitiveness, sustainability, responsibility, and the brand value. And I think this has not much changed for the tool we want to produce today, but I think that what is interesting, these are the users. We have 1,450 accounts, meaning hotels in Europe that are using the tool, HES, and that have changed their patterns. So we still have a long way to go, because 200,000 and 1,400, we 1%, let's say, and 10,900 visits worldwide. And what is interesting, the pace of the countries of the South are as well looking at the tool and trying to use the tool. So we have a lot of discussions for adapting the tool elsewhere. Now, why moving from HES to NESE? For us, NESE is the anticipated response for the NESEB directive, because nobody else is going to build the capacity of for the policymakers or the private sector to move and to become in line with the regulation to be achieved and the target to be achieved. So I think this is an inspirational approach, which we trust is going to bring 2 key things. For us, as an international organization, our interface are the ministries of tourism. We do have members that are private sector, association, and academia. But we have a privileged dialogue with the responsible government structures that are dealing with tourism. And I think exactly what was said before, we need to create a dialogue. But first, the ones that are responsible for tourism needs to be convinced themselves and empowered, because knowing is key to be able to move forward and then to try to build a dialogue, to adjust the policies in a way that they are resonant for the private sector to flourish. And the policy recommendation we are coming
2 are going to be, for us, key. I think that the approach we are willing to undertake is to dialogue, to create the dialogue with DG Growth, for example, as earlier Christian was speaking about DG Energy. And I think that the fact that the consortium and the partners, I can say the immediate partners of NESE and the extended family of NESE, of people committed and passionate about making the change, we will be able to really produce something that is going to be substantive. And we are aiming for the COP21 to be able to produce an interesting policy brief of 4 to 6 pages that could be the starting point of further discussions. Of course, I'm not going to go into the detail because this has been explained so many times. The NESE approach is really to be based on front runners, and I think that it's really refreshing to see the initiatives that are going on, and you just want to go to these places. Why I wanted to introduce the 10-year framework of programs to the conference today. I think we have a great opportunity if we want to achieve something on the global scale, and most importantly, being it in Europe or being it in developing countries. I just wanted to give a snapshot and briefly explain and simply explain what is this program. It is interesting because you had this roadmap to tell us about the energy, you know, and this is the roadmap that is very familiar to the UN world, meaning the United Nations, not us, but all the nations. And what is interesting to say is that in the first Rio conference, the definition of sustainability has been sustained by the sustainable consumption and production. And then in the World Summit in Johannesburg, UNEP was tasked by the leaders of the world to prepare a framework program for sustainable consumption and production. And it happened coincidentally that Arab, sitting here, is the person that has led that process in UNEP with other entities. You were involved as well, right? But we had in this process, in the Marrakesh process, a program on tourism, which was supported by the French government. And the Marrakesh process has led today to the creation and I can say the approval in Rio Plus 20, the last World Earth Summit, to the 10-year framework of program, which Secretariat is still hosted and board and trust fund by UNEP, but that has a program which UNWTO is leading with few other countries, as I just said here, France, Korea, and Morocco. What is this program? This is a program that is meant overall to accelerate the shift towards sustainable consumption and production, meaning it aims at addressing issue for the industry, but addressing issue for the consumer. But the consumer can be as well the hotelier, because if we think about the value chain and what the tourism consumption requires in food, linen, and energy and whatever, this is a huge market already. Now, the outputs are different. These are the key partners of the Multi-Stakeholder Advisory Committee. And that program is been launched in November last year in the World Travel Market and is meant to be developed. It has 4 key areas. And if you analyze these 4 key areas, all of them reconcile with what you are doing in NESE. This is where I come. And the third area is actually could be the direct deliverable or impact that would come from NESE. However, the first area on policies is going to be a key one too. And the second one is changing behavior and building partnership for scaling up is another one. When we come to the fourth one, I think without the fourth one, we can't make a move. So we actually, in a way or another, possess all the characteristics to be able to eventually become a flagship project of the 10-year framework of program of sustainable tourism, consumption and production. And I can say that when we were building the proposition with TUC and TUTSOS and the consortium, I really tried to make an effort to infuse the language
in the proposal that would then eventually further down the line have a resonance in being acknowledged by the 10YFP. I think that could hold in one way the capacity of dissemination of the project, because the 10YFP is universal. It's for developed countries and for developing countries. At the contrary of the Millennium Development Goals that are, for example, just for the developing countries. And this coincides very much and has a cross reference in the Sustainable Development Goals 12 that is on sustainable consumption and production. So maybe this is very complex, but where I want to go is that we as a partner are really there to try to make it happen and to support the industry and create a dialogue and a bridge with the public sector to make it happen at the policy level, and of course, incentives that are related to it. And I thank you very much. Merci Zorista. Donc j'ai quasiment presque pas de liaison à faire parce que les panélistes font la liaison eux-mêmes. Donc je vais quand même introduire notre dernier speaker, qui est Jean-Pierre Ndoutoum, le directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, qui, chemin faisant, rassemble quand même 80 pays, et qui, grâce à lui, je tiens à le souligner, nous avons aujourd'hui plus de nationalités qu'officiellement annoncées dans Innovative City. Nous avons là, dans cette salle, ou tout du moins entre les gens qui ont circulé entre eux ce matin et ceux qui aussi, grâce à UNEP demain, on a à peu près plus d'une 60aine de nationalités. Il faut quand même le souligner. Donc c'est quand même pas mal du tout sur l'ensemble des gens que nous aurons. Et demain, nous aurons aussi un trait d'union entre le PNUE, qui va nous parler très certainement de l'initiative Bâtiments et construction durable du programme cadre décennal des Nations Unies, mode de consommation et production durable, parce que tout ça, vous voyez bien qu'il y a des passerelles en permanence. Et donc, Jean-Pierre va nous introduire une autre initiative et des dynamiques aussi un peu portées par la francophonie. Mais je tenais à souligner quand même cette pluralité d'acteurs qu'il y a autour de la table ici aujourd'hui. Et il y a vraiment des gens qui viennent Côte d'Ivoire, du Tchad ou d'ailleurs. Et ce qui fait que tout ça mutualisé, on est déjà dans cette dynamique de démultiplication. Le tourisme étant, on l'a bien compris, un des traits d'union pour bien évidemment intégrer un ensemble de données autour d'un territoire qui doit être sobre en carbone. Donc Jean-Pierre, à toi. Merci Stéphane. La plupart des orateurs ici avaient le choix du langage. Je les ai enviés. Moi, je n'ai pas le choix. Je parle en anglais, je suis viré. De toutes les façons, je suis là pour vous présenter très brièvement l'initiative de la francophonie pour des villes durables. J'écoutais avec beaucoup de passion l'intervention de Arabe parce qu'il avait quasiment dit l'essentiel du message que je voulais vous passer aujourd'hui. Alors, l'Institut, c'est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Je vais vous faire grâce de tous les points qui sont marqués ici. Simplement, c'est un institut qui est chargé du renforcement des capacités techniques institutionnelles qui permet de mettre l'information à disposition en français et qui mobilise l'expertise francophone et qui, accessoirement, réalise également quelques projets pilotes à vocation de démonstration. Alors, pour ce qui concerne les villes, ou plutôt les pays même qui nous intéressent, qui sont généralement les pays en développement, parce que nous travaillons au bénéfice des pays en développement de l'espace francophone, nous avons des défis qui sont des défis majeurs. Bon, les défis d'abord, c'est l'urbanisation, on en a beaucoup parlé. La population est devenue urbaine, elle sera de plus en plus. Et cette poussée urbaine va se manifester davantage dans les pays en développement, notamment dans les pays africains. Et on estime aujourd'hui que 75 à 80% des bâtiments de 2050 sont encore à construire. Et nous avons également tout ce qui est approvisionnement énergétique. Ici, je parle de l'approvisionnement énergétique, mais comme Arabe le soulignait, c'est l'approvisionnement général dans tous les services urbains, je dirais même les produits et services. Mais pour ce qui concerne l'énergie, et contrairement à ce qu'on observe en Europe, par exemple ici, l'approvisionnement énergétique n'est pas du tout garanti dans les pays dans lesquels nous travaillons. Et nous voyons sur cette courbe-là que la demande en énergie est largement supérieure à l'offre d'énergie, ce qui signifie qu'il va falloir dès maintenant penser à des solutions alternatives qui sont des solutions soit des solutions renouvelables
et également aussi des solutions d'efficacité énergétique. Et l'un des défis également qui s'offre aux pays en développement, c'est de devoir amorcer leur développement avec des prix de l'énergie qui sont extrêmement élevés. Vous savez que quand l'Europe avait amorcé sa révolution industrielle, l'énergie ne coûtait quasiment rien du tout. Et aujourd'hui, on a des prix de l'énergie qui sont élevés, même si le pétrole est tombé autour de $50. Ça demeure quand même un gros défi pour pouvoir amorcer des politiques de développement. Je vous ai mis ici quelques petites figures, quelques petites courbes, notamment la courbe du PIB en fonction de la consommation d'énergie. Généralement, ce sont des courbes qui évoluent dans le même sens. Et c'est lorsqu'on entreprend des politiques d'efficacité qu'on est capable de les découpler. Je crois qu'un intervenant précédent a montré ça. Et au niveau de l'intensité énergétique, qui est le rapport entre la consommation d'énergie et la production de biens et des services. Si on prend l'Europe ici comme base 1, vous constatez que l'Europe, d'abord, c'est le meilleur exemple, le meilleur élève pour tout ce qui est de l'intensité énergétique. Et c'est en Europe qu'on observe encore des projets comme celui dont on parle, Nézé, qui consiste à améliorer encore l'efficacité des bâtiments, alors que la plupart des autres régions du monde font beaucoup moins bien. Les régions dans lesquelles nous travaillons sont deux fois plus consommatrices que l'Europe pour une même unité de PIB produite. Alors, il y a également tout l'enjeu de la maîtrise d'énergie qui n'est pas du tout récupéré par les politiques. Autant ici, on a des directives qui encadrent ce volet, autant dans les pays en développement, il n'existe qu'un intérêt très très faible, parce que les mégawatts ne sont pas visibles, il n'y a pas d'inauguration, il n'y a pas de coupure de ruban, il n'y a pas de... Et il y a également toute une méconnaissance de tout ce volet-là. On a un cadre institutionnel qui n'est pas adapté, et j'ai quelques exemples, notamment au Sénégal, où on a beaucoup travaillé ces dernières années, qui montrent les difficultés que nous avons à adapter le cadre institutionnel aux politiques de maîtrise de l'énergie. Par exemple, je vous ai pris sur ce tableau l'exemple d'un programme, d'une étude sur un programme de maîtrise de la demande qui permet d'effacer une certaine puissance et donc qui permet de retarder les investissements en matière de puissance additionnelle. Ici, je fais la comparaison entre un programme de maîtrise de la demande d'électricité et l'équivalent, enfin presque l'équivalent, celui de la construction d'une centrale au charbon au Sénégal. Alors, l'étude menée sur le programme maîtrise de la demande qui permettrait d'effacer environ 454 MW pour un coût total que j'ai mis en euros, en millions d'euros, de 267 millions d'euros, ce qui donne un coût du mégawatt de à peu près $500 000, tandis que pour la centrale au charbon, qui n'apporte qu'une puissance additionnelle de 250 MW, pour un coût total de 351 millions d'euros, on aura le coût du mégawatt qui serait quasiment le triple du premier. Et figurez-vous, enfin je vous laisse deviner quelle est l'option qui a été choisie par le Sénégal pour sa demande, c'est la construction de la centrale au charbon. Alors, au niveau de l'Institut, l'IFDD, il y a eu un certain nombre d'activités qui ont été menées pour essayer de diffuser l'information, pour former les gens. Et nous avons commencé par faire en sorte que chacun des pays membres en développement inscrive la maîtrise de l'énergie dans ses énoncés de politique sectorielle. Ça, c'est quelque chose qui a été, c'est un acquis, même si ça ne se traduit pas nécessairement sur le terrain dans la politique sectorielle. On les a également accompagnés à se préparer aux réformes du secteur énergie, mettre en place des systèmes d'information. Au niveau technique, nous avons effectué un grand nombre de formations, efficacité énergétique dans le bâtiment, dans l'industrie, la formation des professionnels actuellement en cours au niveau des architectes et des urbanistes. Je reviens sur le bâtiment parce que le bâtiment, comme le disait également Arabe, c'est l'un des moteurs de la croissance économique. Et d'ailleurs, un dicton populaire dit quand le bâtiment va, tout va. Simplement parce que le bâtiment entraîne avec lui un grand nombre d'autres entreprises qui sont dans les consommations intermédiaires. Alors,
nous avons toujours, dans ces pays africains, essayé de faire la promotion du marché en se disant qu'on peut avoir des politiques qui vont du bas vers le haut, du haut vers le bas. On dit ça comment en anglais encore? Top-down, c'est ça? Ouais. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Mais il y a également des politiques bottom-up qui permettent de faire... oui, ça se dit en français. De faire participer le marché lui-même, de faire en sorte que toutes ces considérations, au lieu d'être imposées par des réglementations, etc., soient directement prises par le marché. Et on a des pays dans lesquels on a vu que le marché a récupéré rapidement. Vous allez au Bénin. Au Bénin, vous n'avez plus du tout besoin de faire la promotion de l'éclairage efficace. On rencontre des lampes, de toutes sortes de lampes, un peu partout dans les petites boutiques, parce qu'il y a eu le marché qui a au moins récupéré cette partie sur l'éclairage. Alors, sur le marché, nous avons essayé un certain nombre de politiques qui sont des politiques soit nationales, soit régionales. Nous avons lancé au niveau des pays de l'UMOA, qui sont Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est un ensemble de 8 pays, un programme d'étiquetage énergétique des appareils électroménagers, parce qu'autant on trouve des appareils étiquetés avec un étiquetage énergétique dans les pays de l'Union européenne, ou même dans certains pays comme la Tunisie, on trouve... Autant dans ces pays-là, ça n'existe pas encore. Et l'expérience a montré, le retour d'expérience montre que tous les pays qui ont mis en place un étiquetage, on assiste à une sorte de cercle vertueux qui fait en sorte que les appareils les moins efficaces sortent progressivement du marché. Donc c'est quelque chose que nous avons lancé au niveau de l'UMOA. Et également la préparation d'un code énergétique des nouveaux bâtiments. Nous avons aussi essayé la politique de développement d'entreprises de services éco-énergétiques, ESCO, avec un financement Fonds pour l'environnement mondial, c'était en Côte d'Ivoire, et administré par la Banque mondiale. Bon, à l'époque, la Banque mondiale nous avait dit que les ESCO, ça avait moyennement fonctionné en Amérique, très peu en Europe, et que ça ne fonctionnera jamais en Afrique. Bon, on a essayé, et ça fonctionnait en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le contexte socio-politique que vous connaissez tous en Côte d'Ivoire a fait en sorte que les 2 entreprises que nous avons contribué à créer et qui étaient devenues très performantes sur le marché, leurs promoteurs ont dû fuir le pays pour s'expatrier. Nous avons également mené des actions vis-à-vis des banques de développement parce que nous pensons que les banques de développement seront des acteurs majeurs de la promotion de l'efficacité énergétique. On le notait tout à l'heure, lorsque vous allez voir une banque pour développer un projet d'efficacité énergétique, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Donc on a un processus de formation de ces banques-là, et nous avons notamment commencé avec la Banque ouest-africaine de développement, qui ne croyait pas du tout à ce qu'on racontait, et nous lui avons fait la démonstration en faisant un audit énergétique dans le siège même, qui a démontré des économies de 34%, et aussitôt ils sont maintenant très très réceptifs à ce type de politique. Et d'ailleurs, il y a une ligne de crédit qui a été créée par la banque pour financer des actions d'efficacité énergétique dans les pays membres. Ce que nous espérons, ce n'est pas tant des lignes de crédit, mais c'est surtout des fonds de garantie qui vont permettre de faire tourner le secteur bancaire commercial. Alors, dans toutes ces questions, d'autres opérateurs ont apporté une multitude de réponses, plusieurs actions. On parle de culture de la construction. Il y a plusieurs initiatives, dont celles qui sont ici présentées depuis le matin. Je crois qu'au niveau des Nations Unies seulement, il doit y avoir, ma foi, des dizaines, des dizaines d'initiatives qui sont menées dans ce sens-là, avec des acteurs multiples, avec différentes approches, etc. Alors, ce que nous, on essaye de faire, c'est d'avoir vraiment, de mutualiser ces différentes expériences, de les réunir, de prendre ce qui fonctionne bien, de le documenter. Et je tiens à dire que ce projet, par exemple, nous allons le suivre de près pour pouvoir le documenter dans nos réseaux et échanger sur les bonnes pratiques, avoir des outils communs et effectivement mutualiser les savoirs. Alors je vais aller rapidement sur ce programme-là. Alors l'initiative La Francophonie pour des villes durables, c'est ça, c'est un dessin qui m'a été proposé par l'ami Stéphane, qui est notre partenaire dans cette initiative-là. Ça consiste à s'inspirer justement de ce qui existe, à ne pas réinventer la roue, mais faire en sorte que toutes les initiatives, tous les projets sur lesquels nous avons de la documentation puissent être transposables
adopter la même méthodologie de vérification, se donner les indicateurs communs, de façon à ce qu'on aboutisse à ce puzzle que vous voyez là, qui est un bouquet de solutions concrètes et puis qui sont adaptables. Donc, il s'agit de documenter, de mutualiser, de faire en sorte que l'information sur les villes durables soit à une place que la plupart des intervenants pourront identifier. Je pense également, bon, c'est une organisation matricielle, on fédère, on mutualise, etc. Alors, c'est une initiative qui également comprend un grand nombre de volets. Nous n'allons pas, par exemple, au niveau de l'IFDD, travailler sur l'ensemble de ces volets. Nous travaillons sur certains volets comme le cadre institutionnel ou la maîtrise de l'énergie. Nous avons très peu d'actions sur le transport, mais nous espérons toujours, dans le cadre des partenariats que nous allons nouer, avoir des partenaires qui travaillent sur des thématiques de transport, sur des thématiques de déchets, sur d'autres thématiques également à mettre en place. Mais l'idée étant que tout cela est cohérent, est un ensemble cohérent, parce que dès qu'on s'attaque à l'une des problématiques de la ville, effectivement, on touche les autres problématiques. Je parle de la maîtrise de l'énergie, j'ai oublié de vous citer un exemple. Nous avons au Sénégal toujours quelques exemples de bâtiments à énergie positive. Et ces bâtiments à énergie positive, ce sont des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment eux-mêmes. Ce qui fait qu'il leur reste une certaine quantité d'énergie qui devrait normalement être capable de mettre à disposition sur le réseau. Et ce n'est pas le cas parce que l'environnement institutionnel ne le permet pas encore. Donc il y a tout un travail à faire sur cet environnement institutionnel, sur les coûts de vente de cette énergie produite, surtout dans des pays où on rationne l'énergie, où on déleste, où on coupe, parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc ces thématiques-là sont à creuser. Et nous travaillons également toujours dans le cadre d'initiatives de la francophonie pour les villes durables avec Stéphane. Nous travaillons également à des projets d'approvisionnement en producteurs indépendants, approvisionnement par des énergies renouvelables, notamment des énergies solaires ou autres renouvelables. Et également, nous avons l'intention de mener une initiative qui sera très pratique et qui consiste à s'inspirer d'une expérience menée en Tunisie, qui consiste à éradiquer complètement des différents réseaux le chauffe-eau électrique. Parce que toujours dans des pays qui délestent, nous trouvons inadmissible qu'on ait des chauffe-eau qui consomment de l'électricité, qu'on chauffe de l'eau avec de l'électricité, alors que la chaleur est permanente dans ces pays. On peut utiliser du solaire thermique. Alors ce sont des initiatives pour lesquelles nous sommes en recherche de partenariats et nous avons déjà constitué un certain nombre de partenaires. Là, on cite un exemple d'action concrète partenariale menée avec Énergie 2050 et puis ONU Habitat sur une formation des professionnels du secteur de la construction et du bâtiment. On en parlait tantôt. L'énergie n'est pas seulement l'affaire des énergéticiens. Et d'ailleurs, quelqu'un qui m'en voulait particulièrement disait que l'énergie est une chose très sérieuse, trop sérieuse, pour la laisser aux seuls énergéticiens. Alors ici, pardon ? Alors ici, nous pensons qu'il y a tout un ensemble de personnes à mettre dans le bateau, notamment ceux qui n'y pensaient pas du tout avant, les architectes. Les architectes, nous voudrions qu'ils commencent maintenant à être sensibilisés à ces questions-là, de façon à ce que, dès la conception même des bâtiments, on a vu les enjeux pour les pays en développement, les bâtiments à construire seront beaucoup plus nombreux que les bâtiments existants. Donc il va falloir tout de suite aborder, prendre le raccourci technologique qui puisse nous permettre d'être directement en phase avec les enjeux mondiaux. Alors ici, il s'agit pour nous de proposer un nouveau paradigme qui met en lien la construction, l'urbanisation, le développement, identifier les leviers et nous donner les moyens de travailler ensemble pour faire évoluer ces leviers-là. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors, vous trouverez pas mal d'informations sur l'IFVD. Alors, c'est pas l'IFVD, c'est une initiative de la francophonie pour des villes durables. Tout ça étant commençant à être de plus en plus un peu connu, et d'où l'objet de la rencontre qu'on a toute cette semaine ensemble
avec nos amis africains. Alors, très clairement, bon, on a couvert pas mal de domaines et je pense qu'on voit bien qu'il y a une feuille de route collective qui peut être éminemment inspirée. Alors, ça va être un peu le débat et je vais inviter mes collègues et amis à venir là, puisque vous allez avoir le plaisir de répondre aux questions des gens dans la salle pendant une petite quinzaine de minutes et après on ira faire la pause café, qu'on essaiera de faire courte pour récupérer un peu du retard de ce matin, mais qui n'est pas de la longueur de la journée, mais juste du démarrage un peu tard. Voilà. Donc du coup, je vais vous inviter à poser des questions. Le micro va circuler dans la salle. Vous les posez en français, en anglais, comme vous voulez. Ils comprennent tous l'anglais, même s'ils vous répondront en français. S'il y a des questions, levez la main. Oui, Mamé. Alors peut-être pour... et au fond... le micro est là, voilà. Alors peut-être comme tout le monde ne connaît pas tout le monde, Mamé là, devant. Juste en disant aussi à minima le nom et surtout le pays d'origine. Voilà, je suis Ali Conté, je suis journaliste sénégalais. Je suis venu un peu en retard, il y a des choses que je n'ai pas pu entendre, mais je vais bondir sur ce qu'on a fait ce matin et ce que j'ai entendu tout à l'heure, pour dire simplement, et commencer là où Jean-Pierre a fini tout à l'heure. Depuis ce matin, on n'a parlé que d'énergie et de bâtiment, avec les hôtels en perspective, surtout dans le cadre du NESE. Ma grande inquiétude, c'est que je n'ai pas entendu parler d'architecture. J'ai entendu dans ces projets-là à chaque fois parler de bâtiment, énergie. Quelle place voudriez-vous que les architectes occupent dans ce processus pour vous aider à encore davantage économiser de l'énergie et arriver à ce processus? Je vous remercie. Alors, je vais peut-être prendre 2-3 questions et comme ça permettra de mutualiser les réponses. Il y avait Stéphanos au fond. Stéphanos, tu voulais parler? Voilà. Il va lever la main là-bas. Voilà. Accessoirement du PNUE et grec, mais néanmoins du PNUE. Thank you, Stefan. Yes, you're welcome. I listened in the morning that I don't remember which of the participants says that the tourism is one of the most regulated sectors. And then I see in the presentation of Arab that regulation is one of the pillars for right policy. And Zorica, thank you very much for mentioning my previous life. I think I'm the best example that if you deal with sustainable tourism one day, inevitably you will deal with urbanization. I started in UNIP by managing the sustainable tourism program, and now I manage the cities and lifestyles. And another element on this, discussion about regulation is that this morning I read an amazing news about a landmark decision in Netherlands where a court ordered the government of Netherlands to reduce the greenhouse gases emissions by 25% at least by year 2020. So if the government will not do it, they will go to jail now. And my question is how either the project or all this discussion on sustainable tourism could help the hotels to avoid bigger regulation and to have these initiatives as offsetting potential reductions that they would be needed for them, because if a government starts put regulation, inevitably it will touch the tourism sector, especially if you say that it's such a big thing as more than 10% of GDP in some cases. So how the tourism sector could avoid more regulation if it's already over-regulated, and given that we will have more regulation for greenhouse gases emissions. Est-ce qu'il y a une autre question? Any question? No? Okay, so whatever you want. Yes, sure. Sorry for that. I'm starting. I will fill the second one for the most close to the subject, but for the first one, since I'm happy because I teach, I'm a professor in the university, also big part of my students are architects. I work too much, although I'm not an architect, to integrate and to introduce energy issues in the architects, in training and also in application. For instance, the architects were very good, a very long tradition by using bioclimatic. This is for sure. Bioclimatic architecture is clear. But their experience in order to integrate the new elements, for instance, how to integrate solar photovoltaics, how to integrate solar thermal, how to make the house to be useful but parallel energy efficient. This is
a real new element. Also, how to use smart materials or smart systems. This is new. We don't want for them to be mechanical engineers or electronic engineers, something like that. What I would like is to understand how to use them as new smart tools to integrate the smart zero energy buildings. This is the approach. Sur cette question des architectes, il est très clair pour nous que si on veut avoir un bâtiment efficient ou efficace en termes de consommation d'énergie, il faut que dès le départ, l'architecte s'assoit avec l'ingénieur, considère le type de matériaux, regarde les mécanismes du marché, voit ce qu'il y a comme produit sur le marché qui permettent de construire un bâtiment en conséquence. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un isoloir. Il faut absolument qu'on arrive à les mettre ensemble sur la même table avec ceux qui vont construire et le type de matériaux qu'ils vont utiliser. La complexité est qui va mettre tout ce monde autour d'une table. Et c'est là où les autorités, avec législation, peuvent le faire. C'est là où une prise de conscience au niveau de la municipalité peut arriver à les induire à travailler ensemble. Et c'est sur ça que nous commençons à travailler. La deuxième question est pour vous, mais je vais juste dire un mot là-dessus. Si la Hollande a effectivement pris une telle disposition, c'est que le marché permet effectivement de réduire de 25%. Donc les mécanismes existent et aux gens de travailler. Quand on prend une législation et si le marché ne répond pas, effectivement, ils ne pourront pas. Mais je sais qu'en Hollande, ils peuvent le faire. Donc c'est pour ça que la législation peut être très forte. Oui, la première question m'intéresse beaucoup puisque je suis architecte, effectivement, ou j'ai travaillé comme architecte dans ma vie antérieure. Alors je suis absolument d'accord que les architectes aujourd'hui ont besoin de travailler d'une manière différente que dans le passé. Alors il y a une vingtaine d'années, quand j'avais fait ma formation d'architecte, l'architecte était comme un artiste un peu farfelu. Il faisait son esquisse, il donnait à l'ingénieur, voilà mon chef-d'œuvre, et essayait de le construire. Maintenant, ça se fait pas du tout comme ça. Il faut collaborer, il faut intégrer l'architecture et l'ingénierie. Je suis absolument d'accord. Et c'est que de cette façon qu'on va arriver aux performances qu'il faut pour concevoir ces genres de bâtiments. About the second question, about how can we help hotels avoid, deal with possible future regulation, I guess the answer is the sort of examples we're seeing in the NESE project, hotels which are really taking the initiative to reduce their own energy consumption. They're going to be well placed in the future when inevitably legislation is going to get tougher all the time as we try and get closer to our climate targets. They're going to be better placed than all the other hotels to face up to the challenge. Who knows what kind of legislation we're going to have in years to come, but I imagine it's going to get harder and harder and more compulsory to take some measures. I will just... You can hear? I will just add a little, just one word. The over-regulated, I do not exactly know to what it was referring this morning. I don't think that the tourism sector is over-regulated. That is very clear. Results show that it could perform much better if there would be more regulation. We know all as well that these regulations are not, the NESEB regulation is not meant for the tourism sector per se, but that if we are, as I said earlier, we are anticipating what is going to come, as you just rightfully said, Christian, on what are the legislation that are going to come for the building sector to achieve these targets. So what I would like as well to say here is that what we have seen in the pilots, and that is very interesting, and this is why the title of my presentation was a new business model, is that in the refurbishment projection that we have been doing, the partners have been carried out
out the pre-audits. And the business model that is proposed, when we look at what needs to be invested against how many years it will pay back, we had very uneven results that would go from 70,000 to 1.5 million, and from 1 year and a half to 19 years. What I'm saying here is that in this context, there has been very strong evidence that occupancy rate has not maybe been factored in the in this payback period, and I think that this as well can lead to some policy recommendation and some opportunities that can be built within the regulation. But this is maybe a further discussion we can have when we have really more tangible results, but this is what we can forecast for the moment. Jean-Pierre? Ça, on fait le tour des panels. Alors j'interviendrai seulement sur la première question qui concerne les architectes. Nous espérons faire en sorte que les architectes s'approprient, parce que les études l'ont montré, s'approprient ce que nous appelons les savoirs anciens, parce que dans les pays en développement, notamment d'Afrique subsaharienne, nous savons que dans les villages, les maisons ou bien l'habitat étaient construits de façon à être adaptés à l'environnement climatique de ces zones-là. Mais il y a comme une sorte de cassure qui se fait avec l'habitat moderne, l'habitat urbain, et qui ne tient absolument aucun compte de ces savoirs anciens. Nous espérons, non seulement des architectes, mais également carrément de la recherche scientifique, qu'il y ait un travail approfondi sur les matériaux de construction, sur la façon de construire, et également l'adaptation, comme le disait le collègue, l'adaptation des énergies renouvelables au nouvel environnement construit. Donc il y a tout un travail de fond qui devrait être fait et qui, ma foi, n'ayons pas peur des mots, sera une véritable révolution. Nous attendons une révolution urbaine, nous devons nous attendre également à une révolution architecturale, surtout pour les pays en développement. Et cette révolution, elle n'est pas obligée d'être brutale, mais c'est un processus qu'il faut amorcer et qui devrait aller en s'améliorant. Alors, je vais encore faire circuler la parole. 2-3 questions courtes, quelques réponses courtes, parce que nous avons presque récupéré le retard de la matinée, qui n'était pas dû à un retard de longueur, mais de décalage. Donc du coup, 2-3 questions, en essayant d'être le plus court possible. Et puis, je vois 3 mains, 4 mains, et on s'arrêtera à 4 mains. Et après, il y aura quelques réponses courtes aussi, et ce sera bon. Voilà. Merci. Véronique. Collègue de Construction 21. Véronique Pape, Construction 21. Je voulais juste apporter un témoignage pour rebondir sur les interventions des uns et des autres. Vous parliez, monsieur, de bottom-up plutôt que de top-down. Vous parliez, monsieur Obala, de la façon de l'urgence de diffuser les bonnes initiatives fantastiques qu'il y avait ici ou là. Donc, je voulais juste dire qu'on a commencé à notre très modeste niveau et grâce à un programme européen subventionné par IEE à monter un média social qui est spécialisé sur la construction durable et qui, justement, commence à diffuser cette information au niveau des professionnels. Et je voulais aussi dire qu'il y avait à peu près 10% des professionnels qui fréquentent nos plateformes qui sont architectes. Donc les architectes sont déjà bien dans la mouvance. Voilà, je ne prends pas plus de temps, merci. C'est une contribution utile et je ferai un petit clin d'œil après à ces efforts de fédération que sont en train de faire beaucoup d'acteurs et qui effectivement, Construction 21 va très clairement... on est en train de parler avec l'IFVD, l'initiative de la francophonie, Resource Efficient Cities, de commencer à mutualiser des outils, parce que le but du jeu, c'est pas de recréer, mais bien évidemment de démultiplier, parce qu'on n'est plus dans le temps du plaidoyer, hein, ça sera peut-être le mot de la fin, tout à l'heure de la session, mais on est dans le temps du témoignage que ça marche, et à force de faire du plaidoyer, on oublie qu'on crée des verrous, et mes collègues ont largement montré les tendances, et si on arrive sur ces tendances, on connaît la conséquence climatique, économique et sociale, donc bien évidemment, c'est juste interdit d'aller là. Et cette mutualisation qu'on a d'ailleurs essayé de faire ici dans ce panel est un des éléments de réponse, bien sûr. Donc la parole, voilà, notre collègue. Bonsoir tout le monde. Maxime Tienobego du Burkina Faso, je suis architecte. J'aimerais pas, c'est pas une question, c'est juste pour réagir, un point de vue par rapport à la première question qui nous a été posée ou soulevée par mon voisin. Tout simplement, j'aimerais souligner un point. Les architectes sont des prescripteurs. On a fait le point de tout ce qu'il y a comme hôtel. Déjà, c'est les promoteurs privés. Les bâtiments publics, les bâtiments civils, que je qualifierais de bâtiments civils. À ce niveau, les prescripteurs ont
quasiment une force grâce aux textes réglementaires. Mais en ce qui concerne les privés, tout ce qui est construction privée, les habitats individuels, il faut tenir compte de cette grande masse-là, qui en réalité dépasse pratiquement 50% des constructions du cadre bâti dans le monde. Et ces gens, les derniers mots reviennent aux maîtres d'ouvrage. On a beau faire les meilleures prescriptions, on a beau faire les meilleures conceptions, ils auront toujours un mot à dire. Donc, dans les cadres réglementaires, il faudra faciliter, peut-être c'est des petites solutions, l'accès à ces citoyens lambda aux nouvelles technologies, à savoir les panneaux solaires, tout ce qui est solaire thermique et tout. Sinon, on a beau faire les meilleures prescriptions. Les architectes sont dans la mouvance. On fait des conceptions, on en propose, mais ça pousse vraiment à compte-gouttes ces projets qui répondent à ces termes-là. Maintenant, tout ce qui est contraintes bioclimatiques, les bonnes orientations, les ouvertures maîtrisées, c'est déjà fait. Ça, c'est des réflexes. C'est des réflexes innés. C'est les premières contraintes qu'on apprend à l'école. Mais par la suite, l'intégration des technologies, ça dépendra du portefeuille client. C'est tout ce que j'avais ajouté. Alors, au fond, Ibrahim, Cameroun, et après Emmanuela, Autriche. Alors, comme ça, on aura fait un peu le tour du monde en quelques minutes. Ou presque le tour du monde. Oui, moi, je suis Ibrahim Bamoko d'une ONG basée au Cameroun. Donc, je vais prêcher pour ma propre chapelle. Je voudrais savoir, c'est quoi la place des ONG, justement, dans les deux initiatives, notamment celle des villes durables et du programme NESE. Je pourrais répondre à celle-là. Et après, il y avait encore une question devant. Talia, voilà. Et après, ce sera la fin des questions et quelques réponses. Et on fera une toute petite synthèse. Et puis, on aura juste un quart d'heure par rapport à ce matin. Vas-y. Michaela Neuberger. I'll speak in English, but French would be fun as well. So I'm from Austria, and I've got two questions. One is more rhetorical. I wanted to ask whether you believe that it is an opportunity for the world, our international community, that a lot of the construction to come in the developing countries is actually new buildings from scratch. So we've got the opportunity to start something better. So arguably, is it easier to start something new, better, with higher energy efficiency and so on, than in the developed world, where you said that 90% of the buildings are built, and it will be retrofitting them is actually going to be harder than starting from scratch. So is that for the world? Is that beneficial? This kind of trend that we see? That's the first question. And the second one is more for me as an outsider looking in. I actually didn't know much about the NESE initiative. And I was just surprised to sort of find out that that's what my understanding is, that you're more targeting smaller hotels and individual hotels. I thought, that was my preconception, that you would be targeting big hotel chains where it might be bigger impact just having one contact person who would then be building lots of big hotel chains in the developed world and them building them to a higher standard instead of having lots of small businesses that you would sort of contact and so the approach that is taken is surprising for me. Okay, merci. Donc là, pour les questions, ça va. Je repasse la parole à mes collègues. Whatever you want. Okay. If it is an opportunity, yes, it is a fantastic opportunity, but so far it has been a lost opportunity. So it is time for all stakeholders, starting with the government, which has a huge responsibility in that. They have to lead by example, at least when it comes to public institutions, public offices. We are not doing it. It's not a matter of retrofitting, but also building new in the developing countries. It's definitely a good opportunity if we have 90% to be built, if it's done right. Because if the 90% go business as usual, we're going all to hell. It will be a serious problem because we are losing too much material. We are not recycling the material. We are embedding too much energy in the building process. So it's not just the building itself. You have to look at the whole material, the value chain and material flow. So if we don't do things right for the
90% buildings to come in developing countries, I think we will have serious problem even in Europe, because environment has no border, and we will face this problem. So it's a fantastic, and we should not look at it from an environment perspective only or climate change. It is a fantastic economic and business opportunity if it is done right, in terms of employment, in terms of saving money that can be put elsewhere, and so on and so forth. So it can be really a driving force. Just keep in mind, I used to call the buildings the industry of the 3/4, and the cities the industry, no, the buildings the industry of 1/3, and the city the industry of the 3/4. So 1/3 of our energy and resources in general are concerned by buildings. So we cannot attain sustainable development objectives. We cannot deal with climate change if we are not dealing seriously with the building sector. So it's a fantastic opportunity. I hope it will not remain for long a lost opportunity, because if what we will be building just for the next 20 years in developing countries, if it is done wrong, I believe the whole objective of the climate change are gone. Okay. I will try to be very, very fast and not spend a lot of your time. For the first question, I'm working in that field for 30 years. For the first about architects, this kind of issue. And I remember discussing with architects to discuss about solar panels. And they were really very, let's say, conservative to do something with that. Was before 20 years. I remember also the mechanical engineers, when we discuss about to install solar panels in the roof, to be also negative. Say, okay, put a heat pump in your house, so it's okay, or air conditioning, typical. Why do you need all these things? I mean, but the young, the new generation is most familiarized and see the problem more, is more ready to adopt innovation. This is my approach. I remember that not only from architects, but other traditional engineers. They were, what you need this? Let's go traditional, the conservative way. So we need to degrade the new methods. As concerns the developing countries, for my opinion, the ecological catastrophe will be done when our wrong consumption pattern will be the same for all the world. I mean, the so-called developed world should be more responsible in his consumption and see what really needs. We don't need large houses. We need what we need. We don't need very expensive and polluting cars. We have to change our way of living. It's the same, because I can understand why a developing country would like to be the same like the developed. I mean, this is a tragedy. We have to change all. So for both of them, consuming less resources is a vision, real vision, an opportunity for all of us, for both. In Greece now, due to the economic crisis, we have also know what is energy poverty. It's terrible. I can discuss for hours about it. It's new. I can understand some situation. The last one, I agree with having discussions with big chains, and we are in contact with them, can have a major numeric impact. But the small SMEs have no technical assistance. The big chains have it already. They have a way to make investments. They know almost everything. What they need sometimes is some technical, marginal advice, for instance, to get an IMAS or something like that. It's our experience. But the small one are really, and this is the majority, have not this capability. So what we do is to help them, because it's the major, it's big number of them, some of them to be firehouses, and then to be a good example for the rest. And also, I'm finishing with that, I remember myself involved in photovoltaics before 20 years, taking that photovoltaic is something very expensive. Very expensive. Before 10 years was 6,000 euros per kilowatt. This was the price in Greece. Now it's 1. I mean, if you create the critical mass for innovations, this minimizes the cost too much, and it will be very important for all the world, not only for some countries. This is my approach.
I will just add, if you recall the right numbers this morning, 91% of tourism enterprises are SMEs. Just to recall the definition of SMEs, it has quite a high annual income, what is considered an SME in the EU. And you have as well to bear in mind that the program we have been receiving co-financing is for SMEs. So we can't go out of the boundary. However, many properties of hotel chains can use, and what we are doing now is the pilot testing. What we are going to come up with is a tool that anyone can use, being it an hotel chain or a small property of 3 houses. For the NGOs, I think the best example is Stéphane, the star sitting and standing here. He's part of the consortium, and others, other institutions in the consortium are as well are associations, so they are non-governmental. So there is a big place for NGOs in this initiative. Yes. You want to... Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Effectivement, l'initiative de la francophonie pour des villes durables laisse une très large place à toutes sortes de partenariats. Nous proposons de constituer un comité scientifique qui va réfléchir sur les aspects très techniques de l'initiative. Un comité des amis, un comité de pilotage, un comité de bailleurs de fonds, où je ne vois pas très bien les ONG. Anyway. Non, ça non. Ça non. Mais il y a largement de la place, et le meilleur exemple, comme elle le disait, c'est Stéphane lui-même, qui est une ONG qui travaille avec des organisations internationales. Sur l'autre point qui parlait du business, moi je parle surtout pour les pays en développement, surtout les pays en développement subsaharien, que je connais beaucoup. Il existe une large place au développement des affaires pour ce qui concerne l'efficacité énergétique. N'importe quel bâtiment, je dis bien à peu près n'importe lequel, que vous allez auditer, vous allez trouver un potentiel d'économie d'énergie qui va varier de 10 à 40% des consommations, voire des factures. Aujourd'hui, c'est un business. Pour ceux qui, la difficulté, c'est de convaincre les propriétaires qu'il y a des économies à se faire là-dessus. Mais maintenant, pour les bâtiments à venir, effectivement, il y a toute une industrie à créer, il y a toute une filière à créer, une filière de développement économique et qui va porter une bonne partie de la croissance. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Oui, juste pour finir, je voulais juste retourner sur le commentaire que le monsieur l'a fait sur l'importance du maître d'ouvrage. Vous avez absolument raison, ce n'est pas seulement les architectes et les ingénieurs et les constructeurs qui ont une grande influence sur le bâti, c'est aussi c'est quelque chose, l'efficacité énergétique dans le bâtiment, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, tous les acteurs, et on a du travail à faire sur améliorer les compétences de tous ces acteurs en fait, parce que la performance éventuelle du bâtiment peut être réduite tout le long à chaque étape de la conception du bâtiment si on n'a pas les compétences nécessaires. Alors, je vais conclure cette session avec une ou deux petites phrases, mais je crois que mes collègues ont déjà dit suffisamment. Peut-être pour vous donner un appétit, ce qui va suivre. Parce que comme je sais qu'il fait chaud, qu'après la pause café, il peut y avoir une volonté d'aller sur la plage dont parlait Arabe tout à l'heure. La prochaine session va être volontairement orientée sur un questionnement de comment remettre la question énergétique de manière un peu innovante au cœur du débat. Parce que vous avez bien compris que l'évidence est là. On est évidemment encore obligé de faire du plaidoyer, mais de l'adosser autant que possible à un bouquet de solutions qui, on le sait et on le voit, existent de partout. Et si on faisait bout à bout les solutions, je crois qu'on pourrait résoudre une grande partie du problème. Maintenant, il y a aussi une réalité, et ça a été dit par plusieurs d'entre vous, c'est comment rendre la chose acceptable aujourd'hui à un mix d'acteurs qui, bien évidemment, ont des intérêts quasiment systématiquement divergents. Ce qui fait que le bénéficiaire, à un moment donné, d'une innovation collective ne sera peut-être pas obligatoirement l'investisseur et en réciprocité sur l'intégralité de la chaîne. Alors la prochaine session va être justement sur la nouvelle manière, et vraiment je vous invite à revenir après la pause café. Je ne vais pas pouvoir vous surveiller, mais au-delà de la plaisanterie, véritablement, il faut qu'on questionne la manière. Et ça a été un peu dit dans les différentes présentations, comment on va devenir, et je vais employer un mot qu'on aime bien chez nous, et que d'ailleurs on partage avec beaucoup de nos amis, c'est cette complicité positive.
à un moment donné, on ne pourra pas continuer à avoir un discours schizophrène sur une opportunité, un coût-bénéfice évident, des effets de verrou, et puis l'air de rien, une inaction. Et cette complicité, il va falloir la créer. Alors soit par des outils de marketing particuliers, soit par des acteurs engagés différemment, pour aller au-delà d'une simple rentabilité économique. Parce que Zoristal a dit, certains n'ont peut-être pas relevé, parfois des investissements dans l'efficacité énergétique, dans le bâtiment, en rénovation, on dépasse les 100 ans. Eh oui. Et parce qu'il y a des pays, on a eu des expériences en Algérie ou ailleurs, et c'est juste improbable. Donc comment on peut rendre dans ce cas-là finalement une dynamique de rénovation du bâtiment, ou pourquoi pas une réglementation innovante, autant en Europe qu'ailleurs, et ça a été répondu, oui, dans certains cas, il y a un marché qui fait que. Comment on peut le créer quand il n'est pas là tout de suite spontanément pour une foule de bonnes ou mauvaises raisons? Ça, c'est aussi important, c'est la chaîne. Alors évidemment, ça va impacter aussi le consommateur final, comment on va le rendre complice. C'est un peu l'objet de la prochaine session, donc je vous invite à tous revenir bien sûr. Et après, comme ça, on vous racontera l'histoire de demain. Pour ceux qui n'ont pas parlé de la ville, demain, on est là encore tous ensemble et une grande partie d'entre vous seront là pour continuer sur l'aventure bâtiment versus ville. Voilà, je vous remercie. On fait un petit break de 15 minutes. Vous savez où est le coffee break. Il faut refaire un petit chemin, aller là-bas et revenir. On se donne 15 minutes, ce qui pourrait être sérieux, parce que ce soir, il y a des petits événements. On en reparlera pour ceux qui sont concernés, c'est-à-dire quasiment l'essentiel. Merci pour cette session et puis à tout de suite. Merci.